J'ai tendance à croire que mon attrait pour le doute et pour l'esprit critique vient des claques mathématiques que j'ai prises. Pendant mes études, en mathématiques donc, j'ai souvent été confronté à des résultats extrêmement contre-intuitifs. Que ce soit des énoncés qui semblent évidents avant de se montrer faux, ou au contraire, des objets qui semblent impossibles, mais qui existent pourtant. Je crois que c'est un peu pour ça que dans la vie de tous les jours, je prends beaucoup de pincettes avec des termes comme vrai, faux, toujours, jamais, tous, aucun. Je sais ce que ça implique en mathématiques, et je sais que c'est des mots extrêmement forts. Je suis trop souvent tombé dans ces pièges pour ne pas en prendre compte. Et si, dans ma vie, tout ce que je croyais vrai était faux, et tout ce que je croyais faux était vrai? Tu veux pas plutôt prendre un petit verre de Chablis? Alors je me suis dit que j'allais vous présenter quelques-unes de ces claques mathématiques, pour que vous ressentiez aussi comment nos intuitions peuvent nous tromper. Pour l'instant, j'ai fait une liste de 49 résultats qui me semblaient rentrer dans cette catégorie. Bon, c'est beaucoup, hein. Surtout que certains sont un peu moins intéressants, ou redondants, ou un peu trop longs à expliquer, donc je les présenterai pas tous. Mais on va pouvoir se faire quelques épisodes là-dessus. Mais dans ce tout premier épisode des claques mathématiques, je vais vous en présenter 4. Allez, c'est parti. Non! Dites-moi pas que c'est pour moi! Je connais cette théorie. La solution, c'est la raison. C'est de revoir notre rapport au monde. Ouais, c'est pas faux. Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. Les nombres premiers, presque jumeaux, de Yitang Zhang. Alors un nombre premier, vous le savez peut-être, c'est un nombre qui peut être divisé seulement par 1 et par lui-même. 6 par exemple n'est pas un nombre premier, puisqu'il peut être divisé par 3 ou par 2. 7 en revanche est un nombre premier, puisqu'il est divisible que par 1 et par 7. Bon, il y en a un paquet des nombres premiers, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, etc. En réalité, il y en a une infinité. Et ça, on le sait depuis longtemps. Depuis très longtemps même. Parce que Euclide l'a démontré de manière extrêmement élégante dans Les Éléments, qui est probablement l'œuvre fondatrice des mathématiques, de la logique et plus généralement de la science. Mais intéressons-nous maintenant aux nombres premiers jumeaux. C'est un couple de nombres premiers qui sont séparés de seulement 2 unités. 5 et 7 par exemple, 17 et 19, ou 881 et 883. On en connaît énormément, et même des nombres très grands. Le record actuel étant le couple suivant. 2996 milliards 863 millions 34 895 multiplié par 2 puissance 1 290 000 moins 1, et donc 2996 milliards 863 millions 34 895 multiplié par 2 puissance 1 290 000 plus 1. Oui, c'est très grand. Par contre, on ne sait pas démontrer s'il y en a une infinité. Et cette question-là, c'est ce qu'on appelle la conjecture des nombres premiers jumeaux. Alors, en mathématiques, quand on parle de conjecture, ça veut dire en gros que tout le monde pense que c'est vrai, mais qu'on ne sait pas le démontrer. Et on verra dans cette série d'épisodes qu'en réalité, même si tout le monde pense que c'est vrai, ça peut s'avérer faux. Cette conjecture donc tracasse les mathématiciens depuis un bon bout de temps. Elle figurait par exemple dans la liste des 23 problèmes que le génial mathématicien David Hilbert a dressé en 1900 et qui ont grandement influencé la recherche mathématique au long du XXe siècle. Parmi ces 23 problèmes d'ailleurs, 12 ont été entièrement résolus, 5 ont été partiellement résolus, un qui est considéré comme trop vague pour être considéré comme résolu ou non, et donc 5 qui n'ont pas du tout été résolus, dont le problème numéro 8 qui nous intéresse ici. Et ce problème numéro 8 d'ailleurs inclut 3 sous-problèmes. La conjecture des nombres premiers jumeaux donc, mais aussi la conjecture de Goldbach et l'hypothèse de Riemann. 2 autres immenses monstres sacrés des mathématiques dont on aura probablement l'occasion de reparler dans cette série d'épisodes. Et il est probable que ce problème numéro 8 demeure irrésolu pendant très longtemps, tant ces 3 sous-problèmes semblent extrêmement difficiles à adresser. Bon, revenons-en à notre conjecture des nombres premiers jumeaux. Et en réalité, c'est pas vraiment cette conjecture à laquelle on va s'intéresser. Et oui, parce qu'en fait, on peut généraliser la question
en se demandant s'il existe une infinité de nombres premiers séparés par 4. C'est ce que l'on appelle d'ailleurs les nombres premiers cousins. Ou séparés par 6, que l'on appelle, attention, nombres premiers sexy. Ou de manière générale, par n'importe quelle autre valeur de différence. Est-ce qu'il existe une infinité de nombres premiers séparés par 52, séparés par 112, séparés par 8234 ? Voilà la question qui va nous intéresser ici. Alors comme on l'a dit, pour les nombres premiers jumeaux, séparés par 2 donc, on ne sait pas le démontrer. Et pour les nombres premiers cousins, séparés par 4, et les nombres premiers sexy, séparés par 6, on ne sait pas non plus le démontrer. On peut alors regarder plus loin, mais intuitivement on a l'impression que si on échoue à montrer la conjecture pour ces valeurs basses, il est peu probable qu'on le trouve pour un autre chiffre moins trivial. Eh bien détrompez-vous, parce que c'est là qu'arrive le choc cérébral. Oui bon, c'est ma traduction de mind-blowing. En 2013, un chercheur en mathématiques chinois, Zhang Yitang, a démontré un résultat assez surprenant. Il existe au moins une valeur entre 2 et 70 millions pour laquelle la conjecture est vraie. Des millions. Des millions, vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Eh oui, 70 millions. Ce nombre semble sorti de nulle part. Donc Zhang Yitang n'a pas trouvé de chiffre exact pour lequel la conjecture est vraie, c'est-à-dire une différence entre nombres premiers pour lequel on saurait démontrer qu'il y en a une infinité, mais il a démontré qu'une telle valeur existe entre 2 et 70 millions sans pouvoir dire laquelle. Et ce qui est assez étonnant également, c'est que Zhang Yitang, qui était alors quasiment inconnu, a démontré ce résultat seul dans son coin, alors que de très nombreux experts du domaine avaient échoué à utiliser cette méthode. Officiellement, Zhang ne faisait même pas de la recherche. Il était seulement enseignant dans une petite université du New Hampshire. Son résultat semble tellement surprenant qu'il a été difficile au début de trouver des relecteurs qui acceptaient d'évaluer son travail. Ce qui fera dire d'ailleurs à Andrew Granville, spécialiste de la théorie des nombres, les plus grands experts du domaine avaient essayé cette approche et échoué. Je ne pensais personnellement pas que quiconque y arriverait de sitôt. Depuis, la méthode utilisée par Zhang a été améliorée, et on est passé de 70 millions à 4680, puis à 246. On ne sait donc toujours pas pour quelle valeur de différence la conjecture est vraie, mais on sait qu'il existe au moins une valeur entre 2 et 246 pour laquelle elle est vraie. Au vu de ces derniers résultats assez encourageants, il est probable que la conjecture des nombres premiers jumeaux soit démontrée dans les années à venir. Le théorème du sandwich au jambon. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, je n'ai pas choisi ce sujet pour son nom rigolo. Enfin, un peu mais pas seulement. Alors vous allez le voir, comme son nom le laisse entendre, le résultat est assez visuel. Imaginez un sandwich au jambon, le plus basique possible. Une tranche de pain de mie, une tranche de jambon, une tranche de pain de mie. Mais le résultat marche aussi avec un sandwich végétarien. Le théorème s'énonce ainsi. Étant donné n parties de Lebesgue mesurables et de mesure finie d'un espace euclidien de dimension n, il existe au moins un hyperplan affine divisant chaque partie en deux sous-ensembles de mesures égales. Bon, ok, c'est peut-être pas hyper clair. Reprenons notre sandwich. Et un couteau. Parce que l'idée, ça va être de partager ce sandwich en deux. Joey pas partager son manger. La question est la suivante. Est-il possible de couper le sandwich en un seul coup de couteau de manière complètement équitable? C'est-à-dire de manière à ce que les deux parties aient exactement la moitié du jambon et la moitié de chaque pain de mie. Alors évidemment, si le sandwich est parfaitement rectiligne et toutes les tranches exactement alignées, la réponse est évidemment oui. Un bon coup de couteau au milieu et le problème est réglé. Mais la force de ce théorème, et qui peut paraître assez contre-intuitif, c'est que le résultat reste vrai, même si les deux pains sont désaxés et le jambon est à moitié en train de se faire la malle. Il reste vrai même si à la place du pain de mie d'en haut, vous mettez une tranche de baguette et que vous remplacez
la tranche de jambon par un œuf dur entier. Ou même si les 3 tranches ne se touchent même pas, et que le pain est dans un placard et le jambon encore au frigo. Le théorème affirme donc que dès lors que vous avez 3 objets dans l'espace, vous pouvez toujours mettre un coup de couteau qui coupera les 3 objets en 2 parts égales. Bon, après, si vous voulez pas partager votre bouffe, c'est vous qui voyez. Les pavages pentagonaux de Marjorie Rice. En mathématiques, ce que l'on appelle un pavage, c'est un peu comme un carrelage. C'est une forme que l'on peut répéter et qui peut recouvrir toute une surface. Si votre carrelage est constitué de carrés, ce qui est probablement le cas, ça marche bien. Avec des hexagones ou des triangles, ça marche aussi. Par contre, on conçoit bien que si les dalles sont circulaires, on n'arrivera pas à remplir le sol. Il existe donc des formes de dalles qui permettent de paver une surface et d'autres qui ne le permettent pas. On sait donc que les polygones à 3, 4 ou 6 côtés, donc respectivement les triangles, carrés et hexagones, peuvent paver le plan. On sait également, par ailleurs, qu'aucun polygone avec plus de 6 côtés, donc les heptagones, octogones, énéagones, décagones, etc., ne peuvent paver le plan. Mais qu'en est-il alors pour les pentagones, c'est-à-dire les figures avec 5 côtés? Alors si on prend un pentagone régulier, c'est-à-dire un pentagone où tous les angles ont la même valeur, alors il est impossible de faire un pavage. Vous pouvez essayer de faire votre carrelage avec des pentagones réguliers, mais vous n'arriverez pas à couvrir toute la surface. Et au mieux d'ailleurs, vous ne parviendrez à couvrir que 92,131% de la surface, ce qui correspond au meilleur agencement de pentagones réguliers connu. Mais on n'est pas obligé de se limiter à des pentagones réguliers, et on peut imaginer d'autres pentagones, avec des angles et des côtés irréguliers. Quand vous dessinez grossièrement un diamant ou une maison, par exemple, vous obtenez un pentagone irrégulier. Alors vous pouvez vous amuser à prendre un papier et un stylo et vous verrez que des formes de pentagones irréguliers, il en existe une infinité. La question qu'on va se poser, c'est donc la suivante. Est-ce que parmi cette infinité de pentagones irréguliers, il en existe un qui permet de paver le plan? Est-ce qu'il existe une forme de pentagone irrégulier qui vous permettrait de faire votre carrelage? Et si oui, combien de formes différentes de pentagones irréguliers permettent de faire cela? Alors l'histoire du pavage pentagonal est longue et chaotique, mais elle est aussi émerveillante. Le premier à trouver des pavages pentagonaux est un chercheur allemand, Karl Reinhardt, en 1918, et il en trouve 5 différents. 50 ans plus tard, en 1968, Richard Kreischner en trouve 3 de plus, et il pense alors que la liste est complète. Les médias relaient cette information, et en particulier, un article paraît en 1975 dans les colonnes Jeux mathématiques du magazine Scientific American. Alors cet article est écrit par Martin Gardner, qui est un vulgarisateur scientifique et mathématique, et qui est par ailleurs un grand défenseur de l'esprit critique et du scepticisme scientifique. Suite à cette publication, un informaticien, Richard James, en trouve un 9e, contredisant alors qu'il pensait 7 ans plus tôt avoir bouclé la liste. Mais c'est là que l'histoire devient assez merveilleuse. Marjorie Rice est une mère de famille vivant en Floride. Elle vient d'une famille assez pauvre. Elle n'a jamais pu faire des études supérieures, mais elle est passionnée depuis des années des jeux mathématiques que propose Martin Gardner. Sans en parler à sa famille ou à ses proches, elle lit le magazine et commence à travailler sur les pavages pentagonaux. Elle développe son propre système de notation pour exprimer les contraintes liant les longueurs aux angles. Elle fait des dessins sur la table de la cuisine qu'elle cache à sa famille et à ses amis. En février 1976, elle propose un nouveau pentagone, puis 2 autres en décembre 1976. Et enfin, en décembre 1977, elle en découvrit un 4e. Ces résultats furent envoyés à Martin Gardner et ont été validés par la mathématicienne Doris Schacht-Snyder, qui ont salué le travail de la mathématicienne amatrice. Marjorie Rice, en revanche, ne présentera jamais ses résultats publiquement, apparemment par timidité, mais elle assistera à une conférence présentant, entre autres, ses travaux.
Mais l'histoire n'est pas tout à fait finie. En 1985, Rolf Stein, un doctorant allemand, en trouve un 14e. Puis après 30 ans sans nouveau pentagone, et alors que la plupart des spécialistes pensaient la liste complète, un 15e est découvert en 2015 par une équipe de l'université de Washington. Et enfin, en 2017, un chercheur en informatique et en mathématiques français, Michael Rao, aidé par son ordinateur, montre que cette classification est complète. Bien que cette preuve n'ait pas encore été intégralement vérifiée, la plupart des spécialistes semblent s'accorder à dire qu'elle est extrêmement fiable, et que l'on ne découvrira donc jamais de 16e pentagone. Enfin, peut-être. Marjorie Rice, elle, mourut à 94 ans, tout juste 2 mois après la publication par Michael Rao de l'achèvement de la classification des 15 pavages pentagonaux. Classification à laquelle elle aura très largement contribué. Malheureusement, étant gravement malade, elle n'aura jamais connaissance de ce résultat. De par son histoire chaotique, son sujet a priori simplissime, les intuitions des spécialistes qui ont été plusieurs fois contredites, et surtout par les trouvailles d'une mère de famille sur la table de sa cuisine, je suis émerveillé par cette histoire qui nous martèle depuis un siècle l'importance de l'humilité. La conjecture de Polya. Alors finissons cet épisode avec une histoire un peu plus courte et aussi un peu plus mathématique. Pour ça, on va devoir se replonger un petit peu dans les nombres premiers. Alors vous le savez peut-être, n'importe quel nombre peut être écrit comme le produit d'un nombre premier. C'est ce qu'on appelle parfois le théorème fondamental de l'arithmétique. Rien que ça. Ce résultat se retrouve d'ailleurs également dans les éléments d'Euclide, sous une forme un petit peu différente. Par exemple, 10 est égal à 5 fois 2, et 5 et 2 sont bien des nombres premiers. 36 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 3, et 2 et 3 sont bien des nombres premiers. 28 est égal à 2 fois 2 fois 7, et 2 et 7 sont bien des nombres premiers. Ou encore, 19 est égal à 19, puisque 19 est un nombre premier. Pour cette conjecture, on va s'intéresser au nombre de facteurs premiers de chaque entier. En reprenant les exemples précédents, 10 est égal à 5 fois 2, il a donc 2 facteurs premiers. 36 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 3, il a donc 4 facteurs premiers. 28 vaut 2 fois 2 fois 7, il a donc 3 facteurs premiers. Et 19, étant un nombre premier, n'a qu'un seul facteur premier. Le mathématicien américain d'origine hongroise, George Polya, en 1919, propose alors la conjecture suivante. La plupart des entiers ont un nombre impair de facteurs premiers. Alors on l'a vu, 28 a 3 facteurs premiers et 19 en a 1. Ils ont donc un nombre impair de facteurs premiers. Alors que 10 en a 2 et 36 en a 4. Ils ont donc un nombre pair de facteurs premiers. J'ai compris. C'est pas simple, mais j'ai compris. Pour être plus exact, la conjecture énonce que parmi tous les entiers inférieurs à une valeur donnée, plus de la moitié ont un nombre impair de facteurs premiers. Et ça marche très bien. Parmi les entiers inférieurs à 10, par exemple, 2, 3, 5, 7 et 8 ont un nombre impair de facteurs premiers, alors que 1, 6, 9 et 10 ont un nombre pair de facteurs premiers. Vous pouvez vous amuser à le vérifier. Alors oui, par convention, 1 a 0 facteur premier et il a donc un nombre pair de facteurs premiers. Ainsi, parmi les entiers inférieurs à 10, 5 ont un nombre impair de facteurs premiers contre 4 qui ont un nombre pair de facteurs premiers. Ainsi, la conjecture de Polya est vérifiée. Il y a une majorité d'entiers avec un nombre impair de facteurs premiers. Alors allons un petit peu plus loin. Si on regarde les entiers inférieurs à 100, on trouve 51 décompositions avec un nombre impair de facteurs premiers. Si on regarde les entiers inférieurs à 1000, on trouve 507
décompositions avec un nombre impair de facteurs premiers. Et si on regarde les entiers inférieurs à 10 000, on trouve 5047 décompositions avec un nombre impair de facteurs premiers. Il n'en faut pas plus pour crier à la conjecture. Bon, des fois c'est un peu plus chaud, hein. Pour 586 par exemple, on trouve exactement 293 décompositions avec un nombre impair de facteurs premiers et 293 décompositions avec un nombre pair de facteurs premiers. On est donc exactement à 50-50. Mais la conjecture est toujours valide puisqu'elle énonce qu'au moins la moitié des décompositions doivent être impaires. Et on peut aller plus loin, hein. Jusqu'à 100 000, pas de souci. 1 million, 10 millions, 100 millions, ça marche toujours. Plus de la moitié des entiers ont une décomposition avec un nombre impair de facteurs premiers. Mais vous sentez bien qu'au bout d'un moment, ça va déconner. Et en effet, en 1958, un mathématicien anglais, Colin Brian Haselgrove, va écrire un article qui démontre qu'il y a nécessairement un contre-exemple à la conjecture de Polya. Et dans son article, il prouve simplement qu'un tel contre-exemple existe, mais il ne trouve pas ce contre-exemple. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. En revanche, sans le démontrer, il va estimer que ce contre-exemple se situe probablement autour de 10 puissance 361, ce qui est un nombre absolument, incroyablement, merveilleusement gigantesque. Ce nombre répond au nom de 10 sexagentillions et correspond à 10 milliards de 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 milliards. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Mais en réalité, Haselgrove s'est trompé. Et même bien trompé. Parce qu'en 1960, un autre mathématicien, Russell Sherman Lehman, montre que le premier contre-exemple à la conjecture de Polya arrive bien avant. En effet, en allant seulement jusqu'à 900 150 257, on trouve moins de décomposition avec un nombre impair qu'avec un nombre pair de nombres premiers. C'est donc un contre-exemple à la conjecture de Polya. Haselgrove a donc bien réfuté la conjecture de Polya et sa démonstration était tout à fait correcte. Mais dans son estimation, il s'est trompé de 353 ordres de grandeur. À vous de juger maintenant qui de Haselgrove ou de Polya s'est le plus trompé. Alors cette conjecture de Polya, qu'il est d'ailleurs plutôt légitime maintenant d'appeler ex-conjecture de Polya, montre qu'il est possible de vérifier un résultat jusqu'à loin, jusqu'à très loin, jusqu'à des centaines de millions, sans pour autant que ces résultats soient corrects. Et on le verra probablement dans d'autres épisodes, des conjectures qui se vérifient comme ça, jusqu'à loin, très loin, et qui s'avèrent fausses, il y en a d'autres. Et il y en a qui vont même beaucoup, beaucoup plus loin que la conjecture de Polya. Voilà, c'était donc 4 petites histoires de mathématiques que j'aime bien et qui remettent un peu en cause ce qui peut nous sembler évident, et qui personnellement ont forgé mon humilité épistémique. Vous trouverez dans les commentaires quelques références supplémentaires dont je me suis inspiré, et vous pourrez retrouver également sur la version YouTube de l'épisode quelques illustrations pour chacune de ces histoires. Cet épisode aura probablement une suite prochainement. J'ai encore 45 histoires en stock. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur les réseaux sociaux, enfin peut-être sur Facebook, et Nym Martin, NYM-MARTIN, sur Twitter. J'adorerais également que vous m'envoyiez vos résultats mathématiques qui vous ont retourné le cerveau, et je les rajouterai à ma liste. C'était Nicolas Martin pour Enfin peut-être, à bientôt.